Les amis, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, les amis, là, ça va vraiment pas. C'est la défaite, c'est la catastrophe. Regardez ce qui se passe. C'est la guerre en Iran. Les marchés, ben, ils chutent, notamment le marché des cryptos. On se fait complètement démonter. Le prix des matières premières, lui, à contrario, il explose. Donc voilà, les amis, là, ça sent vraiment le roussi. On dirait bien que c'est le début de la fin, hein. Donc bon, là je dois vous annoncer que les cryptos, ben ouais, c'est fini, hein. C'est terminé, hein, je me suis trompé. Emballer c'est peser. Au revoir. Et évidemment, je plaisante. Eh oui, les amis, il n'y a rien qui est fini, rien du tout, niet, nada. Par contre, effectivement, la situation est un peu compliquée. Et justement, on va analyser ça et on va voir ben, les conséquences de la crise par rapport au conflit iranien, avec ce qui se passe notamment au détroit d'Ormuz et tout ça, et les conséquences sur nos bonnes vieilles petites crypto-monnaies. Donc avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à d'ores et déjà liker, partager, t'abonner et ainsi de suite. Commente aussi, hein, donne ton avis, que tu sois d'accord ou pas. C'est toujours intéressant de savoir ce que les gens pensent, quel est le ressenti à propos de ce qui se passe. Et donc on commence. Alors, comme tu le sais, hein, ça ne t'aura pas échappé à moins que tu vives dans une grotte. La guerre en Iran fait rage et elle a tendance à s'enliser. Donc là, ça fait une douzaine de jours déjà. La précédente a duré 12 jours, ben celle-là, elle est plus longue. Et du coup, on a l'Iran qui, pour justement faire face à l'attaque israélo-américaine, se met à faire le blocus du détroit d'Ormuz. Donc, notamment en le minant. Évidemment, les marchés n'ont pas attendu le fait de miner le détroit d'Ormuz pour que les prix des matières premières flambent. Hein, comme tu le sais sans doute, les marchés, ça agit par anticipation. Rien que la perspective d'un blocus du détroit avait fait flamber pardon, les prix des matières premières, le baril du pétrole qui allait même justement dépasser son record de 2008. Et ce, juste avant que lundi soir, il me semble, Trump ne fasse un tweet où il expliquait que la guerre allait bientôt finir, qu'ils allaient négocier avec l'Iran et tout ça. Bon, en réalité, c'était fait exprès pour que le prix des matières premières baisse, justement, retombe en dessous de 100 dollars. Et ça a marché. Sur le coup, le prix des matières premières a fait une descente extraordinaire. Mais c'était avant de remonter. Sauf que là, maintenant, il remonte plus doucement. Il remonte pas d'un coup jusqu'à 120 dollars. Et là, il vient juste, là, on est jeudi, il a redépassé les 100 dollars. Alors qu'il était retombé à 80 dollars suite au tweet de Trump. Trump qui retourne sa veste, qui, là, à l'instant où j'enregistre ce podcast, Trump nous explique que ouais, finalement, de toute façon, le prix des matières premières élevé, de toute façon, ça avantage les producteurs américains. Ouais, bon, si tu veux. Mais le consommateur, lui, il est dans le baba. Hein. Là, il retourne juste sa veste parce que il sait que la guerre va durer encore un peu, donc il veut montrer que la situation est à son avantage, alors que c'est pas le cas du tout. Trump, il s'est mis dans la merde. Voilà mon avis concernant tout ça. Mais bon, là, c'est plus une vidéo sur les marchés qu'une vidéo vraiment géopolitique. Donc, on va se concentrer sur l'économie. Fait intéressant qu'on a pu observer dernièrement, c'est l'appréciation du dollar depuis le début de ce conflit, de cette crise. Alors, je te parle pas au jour le jour, je te parle vraiment au niveau, en vue semaine, vue mois. Quand tu prends l'indice du DXY, qui est un indice qui compare le dollar à un panier d'autres devises, bah, tu vois que le dollar monte, ce qui justement permet d'atténuer les risques d'hyperinflation, même si, bon, pour moi, on est clairement dans une crise qui va être inflationniste.
Je te renvoie justement à l'une de mes précédentes vidéos sur ça. Donc tu as le lien donc en haut à droite de ton écran, je pense. Donc ma vidéo sur le gros risque de stagflation. Hein, pour rappel, la stagflation, c'est un mélange d'inflation et de stagnation de l'économie. En temps normal, quand l'économie est inflationniste, il y a de l'activité. Et quand l'économie stagne, on est plutôt en déflation. C'est-à-dire qu'il y a moins d'argent qui circule dans l'économie. Du coup, le prix des biens, et voilà, de tout ce qui est produit baisse. Sauf que là, non. Là, c'est l'inverse. On a un combo. On a le prix qui augmente à cause de la montée des matières premières et de tout l'argent qui a été imprimé depuis des années et des années. Mais en même temps, l'économie ralentit, ce qui génère du chômage et ainsi de suite. Bref, c'est une situation assez similaire à celle des années 70 finalement, où il y avait déjà une guerre au Moyen-Orient, la guerre du Kippour, puis des chocs pétroliers aussi, qui ont été instigés par les pays de l'OPEP. Et voilà, il y avait tout ce contexte-là. Donc la situation actuelle ressemble un peu à celle des années 70, ce qui est guère reluisant, évidemment. Et donc tout ça, bah, ça va rendre compliqué la perspective de baisse de taux d'intérêt directeur aux États-Unis. Hein, parce que si on a une situation de guerre avec beaucoup d'inflation, des chocs pétroliers, des blocus et ainsi de suite, et que donc l'inflation repart, parce que là pour moi il y a une donnée qui ment. Le dollar qui monte pendant que les prix des matières premières montent, il y a un des deux qui va s'effondrer à un moment. Et à mon avis, ça va être le dollar. Et pour moi, si le dollar rechute, bon bah écoute, euh, là ça va être compliqué pour les États-Unis de baisser les taux d'intérêt directeurs, sachant que voilà, Trump il a plutôt mis en place quelqu'un donc de plutôt hawkish à la Fed, donc en la personne de Kevin Warsh. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Euh, C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui n'est pas si prompt que ça à baisser les taux d'intérêt directeurs. Donc, pour qu'il le fasse, il faut vraiment qu'il y ait un contexte approprié. Et là, c'est pas vraiment, bah, ça va pas être vraiment le cas. Enfin bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, bon, les chiffres de l'inflation qui sortent à chaque fois concernant le CPI, etc., sont plutôt bons, mais je vais te dire un truc. Non seulement je les regarde pas trop parce qu'ils sont en décalé, à cause du shutdown qui a eu lieu en fin d'année dernière, le plus long de l'histoire, mais en plus, je te dis la vérité, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Quand je vois des chiffres sur l'emploi plutôt positifs, où finalement il y a quand même de la création de l'emploi et il y a moins de demandes d'emploi que de prévu, moins d'inscriptions aux allocations chômage et tout, avec la crise qu'on se prend, avec tout ce qui se passe, les guerres, etc. Je n'y crois vraiment, mais vraiment pas. Faut pas me, faut pas me, on va pas me la faire avaler, tu comprends? En tout cas, voilà. Bon, maintenant, les États-Unis, bah, contrairement à ce qu'annonce Trump, ils sont grandement défavorisés par tout ce qui se passe. Euh, Ils vont avoir le prix qui va augmenter pour les consommateurs, comme je le disais. L'Europe, bah, c'est pareil, sachant qu'en Europe en plus, et notamment en France, là on le voit sur les prix à la pompe. Voilà, il y a beaucoup de taxes, l'État, puis les compagnies, etc., elles profitent de la crise comme prétexte pour justement euh, s'en mettre plein les poches, évidemment. Sachant que voilà, le prix il augmente très vite. Par contre, pour baisser, non, là il baisse pas. Et que même quand il baissera pas au même point qu'il était au départ, avant que la crise ne commence, avant que le conflit en Iran ne commence. On se fait escroquer, les amis. On se fait vraiment arnaquer. Sachant qu'en Europe, faut bien comprendre qu'on a
peu de réserves de pétrole. On en a pour 3 à 4 mois. Après, ça varie en fonction des pays. Après, il va falloir payer. Donc, on paye avec des prix en décalé de 3 mois, hein. Si on achète du pétrole maintenant, on va pas l'acheter tout de suite à plus de 100 dollars le baril. Mais le danger est là, hein. Le danger est là. Bon, la Russie, les pays pétroliers, comme l'Algérie et tout, bon, c'est un peu les grands gagnants, hein, parce que on va bientôt leur acheter plus cher, évidemment. Et concernant nos petites crypto-monnaies, eh ben écoutez, là ça c'est pas très c'est pas très brillant. Donc le Bitcoin était remonté à un peu plus de 71 000 dollars quand justement les prix du baril se sont mis à baisser après le premier tweet de Trump, mais il est vite repassé en dessous de 70 000. Sachant que depuis le début de cette crise, depuis février-mars, le bottom du Bitcoin s'est dessiné à 60 000 dollars. Là, on est à peu près 68, 69 000. Donc, on est quand même largement au-dessus. Mais c'est pas demain la veille que le marché va se remettre justement sur de bons rails. Il faut, moi, c'est ce que je dis toujours, il faut que la guerre se termine. La géopolitique, à l'heure actuelle, la géopolitique prime sur la technique, prime sur l'analyse graphique et ainsi de suite. Tu peux me sortir toutes les analyses graphiques que tu veux, toutes les analyses techniques. Ça marchera pas si tu ne tiens pas compte de la géopolitique. Voilà, c'est tout. Tu vas pas me faire croire que l'analyse graphique est supérieure à l'autre. La géopolitique, à l'heure actuelle, elle conditionne la macroéconomie qui elle-même va conditionner l'analyse technique. Je n'ai rien contre l'analyse technique, je suis en train d'apprendre l'analyse technique, alors doucement, hein, à mon rythme. Mais si tu regardes bien, ceux qui font les meilleures analyses techniques, ce sont ceux qui tiennent compte des données macro et géopolitiques. Ce sont ceux qui arrivent à faire le lien entre les deux. C'est pas ceux qui restent que sur la technique. Je suis désolé, j'ai suivi beaucoup d'analystes et j'ai fait le comparatif histoire de voir qui s'est le plus rapproché de la vérité, histoire de savoir quoi apprendre moi-même pour m'améliorer. Et j'en suis venu à cette conclusion-là. Donc voilà. Maintenant, les amis, il y a quand même de bonnes nouvelles hein, concernant les crypto-monnaies, la blockchain. Il y a le Nasdaq qui commence à tokeniser donc ses actifs, hein. Le Nasdaq, c'est le marché technologique. Donc on a vu qu'il commençait à tout tokeniser donc en partenariat avec l'entreprise qui est derrière Kraken justement. Tu as justement, bah, Kraken, c'est la plateforme de crypto-monnaie, voilà, où tu peux faire des achats et tout, un peu comme Binance. Tu as mon lien de parrainage dans la description. Je rigole. Par contre, tu as mon lien vers ma chaîne de géopolitique, histoire, euh, société. Tu as le lien vers mon Twitter aussi. Donc n'hésite pas à faire un tour sur tous mes liens. Tu as ma vidéo géopolitique donc en commentaire épinglé sur ce qui se passe en Iran justement. Voilà, donc je t'invite à cliquer un peu partout. Euh, le Clarity Act, il doit bientôt être signé, si évidemment tout se passe bien. Si on n'a pas d'autres catastrophes d'ici là, hein, ça va donner un cadre légal à la crypto-monnaie. D'ailleurs, petite info, juste comme ça, le Pakistan a émis une loi sur les crypto-monnaies. Hein, donc on a de plus en plus de pays qui s'ouvrent hein, justement aux crypto-monnaies. La tokenisation, c'est un narratif qui va exploser d'ici 2030. Préparez-vous. Les agents IA aussi, ça va profiter aux crypto-monnaies. Mais bon, tout ça, on verra ça dans de prochaines vidéos. Donc encore une fois, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commente, clique un peu partout. Et surtout, n'oublie jamais que ce bon vieux Max Invest ne retourne jamais sa veste. Allez, ciao ciao, bye bye.